Bonjour et bienvenue. Dans cette session, nous vous proposons de découvrir comment et pourquoi les marchés financiers globalisés et dérégulés rendent plus difficile l'accès au développement pour le Sud. Dans un premier temps, examinons comment la financiarisation de l'économie a fait disparaître le signal prix nécessaire au pilotage à long terme de l'économie. Le prix est un outil majeur pour le fonctionnement de l'économie. Tout agriculteur, tout chef d'entreprise a besoin de pouvoir prévoir où se situera le prix à l'horizon temporel de son activité, la vente de sa récolte ou un approvisionnement en énergie ou en fourniture. Or, depuis les années 2000, le prix des matières premières n'est plus déterminé majoritairement par l'ajustement entre l'offre et la demande sur des marchés réels, mais il est déterminé principalement par les marchés financiers. En effet, depuis les années 1980, les marchés financiers ont développé un nouveau type de produits qu'on appelle des produits dérivés. Initialement, ces produits ne concernaient que les devises, qui ont commencé à fluctuer entre elles à partir de la rupture de la convertibilité hors du dollar et de l'abandon des taux de change fixes en 1971. Ensuite, les produits dérivés se sont étendus des devises aux obligations, puis aux matières premières. Parmi ces actifs dérivés, on compte les options d'achat. Une option d'achat est la possibilité d'acheter un produit à un prix fixé à l'avance à partir d'une certaine date. Il ne s'agit pas d'une obligation d'achat. Si le jour venu, on peut acheter le produit à un prix inférieur à celui qui a été convenu initialement, on choisira de ne pas exercer l'option, qu'on aura alors acheté pour rien. Une option est un produit financier, dit dérivé, sur un produit réel, dit sous-jacent. Au fond, c'est un pari. L'option a une valeur en elle-même qui ne dépend pas du prix du sous-jacent, mais du sens du marché financier des options. Elle est chère si l'option est à la mode et bon marché dans le cas contraire. La quantité d'options en circulation peut être très supérieure à la quantité de matières premières disponibles. Ces options se sont développées massivement à partir des années 1980 et elles ont peu à peu financiarisé le prix des matières premières au fur et à mesure que le volume des transactions sur les produits dérivés s'est accru. Selon l'orientation du marché des options, un prix futur apparaît pour le sous-jacent, déterminé davantage par l'offre et la demande sur le marché des options que par l'offre et la demande pour le produit lui-même. De nouveaux acteurs sont alors apparus sur les marchés de matières premières qui n'étaient pas ou pas seulement des producteurs, mais aussi des acteurs sur les marchés financiers de produits dérivés. L'ouverture des marchés de capitaux a permis à ces groupes d'intégrer des filières de production dans de nombreux pays et ainsi d'avoir une influence parfois mondiale sur les cours grâce à leur activité financière. Pour les matières premières agricoles, on peut citer par exemple les groupes Cargill, Bunge, ADM et Louis Dreyfus comme acteurs majeurs sur les marchés mondiaux. Pour le pétrole et le gaz, Glencore, Trafigura, Vitol, Gunvor. Ces deux évolutions, la financiarisation et la constitution de groupes mondiaux à la fois producteurs et parieurs sur les cours, a créé une forte volatilité du prix des matières premières, notamment agricoles et énergétiques. Cette volatilité est un problème majeur pour les pays du Sud qui dépendent fortement des exportations de produits de base. Les fortes variations des prix empêchent les exportateurs de ces pays de prévoir et donc d'investir et de se développer. Et elle les rend fragiles en tant qu'emprunteurs. Les variations aléatoires des prix des marchés internationaux sont souvent répercutées sur les producteurs locaux, entraînant alors une instabilité qui est préjudiciable pour les économies peu manufacturières. Les exemples récents de pays du Sud profondément déstabilisés par les variations des cours sont nombreux. On peut citer par exemple pour le pétrole, le Venezuela, le Brésil, le Mexique, mais aussi pour le sucre, l'Égypte ou encore le riz en Inde. L'épargne du Sud est drainée vers les pays du Nord, privant les économies domestiques de ressources en capital. La financiarisation rapide de l'économie mondiale au cours des 30 dernières années a été rendue possible par une libéralisation quasi générale des mouvements de capitaux. Qu'il s'agisse des flux commerciaux de court terme ou des investissements à long terme, les frontières sont désormais très largement ouvertes pour les flux de capitaux. Et on observe qu'une grande partie de l'épargne des pays du Sud ne s'investit pas localement. Elle est convertie en devises fortes et placée sur les marchés financiers du Nord. Le phénomène s'est accéléré récemment avec un flux net d'épargne sortant des pays émergents de 735 milliards de dollars en 2015, qu'il faut comparer à seulement 111 milliards de dollars en 2014. Certains pays sont connus pour investir en une grande partie de leurs capitaux à l'extérieur, alors que leurs économies domestiques ont des besoins de développement urgents. On peut citer par exemple la Russie,
qui exporterait environ 80 milliards de dollars par an, correspondant essentiellement aux produits des recettes de la vente de gaz et de pétrole. On peut citer également le Brésil ou la Turquie. Par ailleurs, les paradis fiscaux attirent l'épargne des individus fortunés en dehors de leur pays et servent souvent d'abri au profit des entreprises multinationales. L'ONG Oxfam a ainsi calculé que le continent africain a perdu 14 milliards de dollars de recettes fiscales en 2015, un montant qui suffirait à scolariser l'ensemble du continent. Les conséquences globales des sorties de capitaux pour les pays du Sud sont importantes. Pression à la baisse sur leurs devises, limitation des possibilités d'endettement du pays en devises locales, ralentissement du développement d'un système de collecte et de gestion de l'épargne dans le pays, difficulté à faire face aux investissements nécessaires à la transition écologique, réduction de l'assiette fiscale des États et donc affaiblissement de la puissance souveraine. La délocalisation de l'épargne domestique est à la fois une conséquence du non-développement et un frein au développement. La transition écologique nécessite que les épargnes domestiques soient largement relocalisées. Pour ce faire, un contrôle plus strict du système financier du Nord sur les paradis fiscaux, par lesquels l'épargne du Sud transite trop souvent, et sur l'origine géographique des capitaux logés dans les institutions financières du Nord seraient d'excellents outils. Leur mise en place se heurte cependant à une idéologie dominante qui a favorisé la libre circulation des capitaux et l'ouverture de leur marché depuis 3 décennies. Mais la transition écologique implique de nouveaux investissements massifs au Sud, que les frontières poreuses aux capitaux actuellement ralentissent ou rendent impossibles. À la suite du consensus de Washington, prôné par les institutions monétaires internationales dans les années 1980, de nombreux pays du Sud ont ouvert leurs frontières aux investissements directs et se sont endettés en devises étrangères au-delà du soutenable. La dette des pays émergents d'Amérique latine, le Mexique, le Brésil, l'Argentine principalement, est ainsi passée dans les années 1975-1985 de 125 milliards de dollars à plus de 800 milliards de dollars. Entre 1980 et 2010, on a assisté à 4 grandes vagues de crises bancaires et monétaires qui ont fortement affecté les pays du Sud. On peut citer la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, le Mexique, le Brésil, l'Argentine et la Russie. Ces pays ont connu, à partir de la fin des années 1990, des crises bancaires et de change qui leur ont fait perdre parfois jusqu'à 20% de leur PIB. Un effet globalement bien plus fort que celui de la crise de 1929 sur les États-Unis. Le cours du peso mexicain, par exemple, a chuté de 50% entre 1994 et 1995. Le baht thaïlandais, le ringgit malais, la roupie indonésienne et le won sud-coréen ont chuté de 50 à 70% en 1997. Le rouble russe a perdu, lui, 50% de sa valeur en 1998. Le mécanisme de la crise est le suivant. D'abord, une bulle provoquée par des investissements directs trop rapides dans le pays. La dette extérieure croît alors plus vite que le PIB. Lorsque le flux d'investissement se tarit, la monnaie se déprécie et la dette extérieure se renchérit d'autant. La dépréciation de la monnaie est souvent renforcée par une fuite des capitaux hors du pays, qui peut être provoquée par exemple par l'augmentation du taux d'intérêt de la Banque centrale américaine. Les capitaux quittent alors l'Indonésie, par exemple, pour profiter de la hausse des taux à Washington. Les banques endettées en devises réduisent leurs prêts ou bien font faillite, ce qui ralentit l'économie, alors que la dépréciation de la devise entraîne souvent une forte inflation. La dépréciation de la monnaie est elle aussi souvent renforcée par la pratique des investisseurs, souvent du Nord, que l'on nomme le carry trade. Lorsqu'une devise chute, les taux d'intérêt augmentent. Les taux d'intérêt étant actuellement très bas au Nord, il est tentant d'acheter une devise sous pression au Sud, de profiter de son taux d'intérêt élevé et de revendre avant la prochaine dévaluation. Ce type d'opération d'arbitrage qui mélange taux de change et taux d'intérêt se fait à court terme le plus souvent et les sorties de capitaux sont supérieures aux entrées à la hauteur du taux d'intérêt, augmentant la pression sur la devise. Une étude du Fonds monétaire international de juillet 2015 évoque une corrélation négative entre la force du dollar sur les marchés des taux de change et la croissance des pays émergents. La force du dollar peut en effet sembler provoquer chacun des 3 phénomènes que nous venons d'évoquer dans cette session. Des acteurs mondiaux et puissants, une épargne du Sud aspirée par le Nord et des devises du Sud faibles et vulnérables. En réalité, ce n'est pas tant la force du dollar elle-même qui est en cause,
mais l'ouverture et la dérégulation des marchés de capitaux. Pour que la transition écologique réussisse, il sera indispensable de protéger les marchés intérieurs des pays du Sud par des régulations plus strictes que celles que nous avons connues pendant les 30 dernières années.